C'était quelques mois seulement après le suicide de mon mari. Je venais également de prendre ma retraite, donc c'est aussi un bouleversement, même s'il y a de bons côtés aussi, effectivement. Et quand j'ai vu ce message, j'ai pensé, de toute façon, tu risques pas grand-chose d'échanger avec quelqu'un qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc en fait, j'étais pas non plus très informé à l'époque sur tout ce qui concerne les arnaques à la romance. D'autant plus la période aussi, donc c'était dans une période où vous étiez plus fragile aussi. C'est un peu trop difficile, vu la somme engagée, je peux pas le faire seul, il faut que tu m'aides. Voilà. Alors en plus, moi je suis allé voir carrément ma banque, effectivement, et je suis arrivé à faire remonter des sommes considérables. Je pense que... On estime à combien à peu près le préjudice, vous savez? On est à combien? Alors, on approchait des 500 000 euros. Et après, si on fait le décompte de tout ce que ça implique au niveau frais supplémentaires, on dépasse facilement le million d'euros, effectivement. Bienvenue dans Scam Zone, l'émission où les victimes d'arnaques prennent enfin la parole. Parce que pendant très longtemps, elles n'osaient pas parler par peur, par honte, ou tout simplement parce qu'on ne les croit pas. Ici, on écoute, ici, on comprend, et ici, surtout, on ne juge pas. Scam Zone, c'est un espace de vérité, de libération, et surtout de réparation. Car derrière chaque histoire, il y a une victime, et derrière chaque victime, il y a un préjudice. Un préjudice financier, certes, bien sûr, mais un préjudice moral aussi. Trop de gens encore aujourd'hui culpabilisent les victimes. Si elle s'est fait avoir, c'est qu'elle était naïve. Ou encore, si elle a donné autant d'argent, c'est qu'elle les avait. Ce genre de jugement empêche les victimes parfois de parler, de témoigner, ou encore même de pousser la porte de la gendarmerie pour porter plainte. Et justement, c'est à cause de ce genre de jugement que les choses n'avancent tout simplement pas. Et ça arrange pas mal les brouteurs, ou encore d'autres scammers. Dans ce premier épisode, nous recevons Valérie. Valérie est une femme qui était victime d'une arnaque d'une ampleur rare, et le préjudice financier dépasse le million d'euros. Mais croyez-moi, ce n'est pas la somme qui fait le plus mal. C'est ce qui vous vole de l'intérieur, la confiance, la dignité, la santé mentale, et parfois même vos proches. À sa demande, nous avons entièrement respecté son anonymat. C'est pour cette raison que vous ne voyez pas son visage à l'image, mais vous entendrez sa voix, son vécu et sa vérité. Alors, je vous demande une chose, de l'écoute, du respect, et surtout de l'indulgence. Car raconter ce genre d'histoire devant une caméra, ce n'est pas toujours si simple. Et d'ailleurs, si vous avez été victime d'une arnaque et vous voulez venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter cette adresse email qui s'affiche juste ici. Bref, sans plus attendre, voici l'histoire de Valérie. Mais avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais remercier Bitdefender qui a soutenu cette vidéo. On va faire un petit aparté rapide pour vous parler de tout ça. Et vous allez voir, c'est loin d'être un simple antivirus. Bitdefender Premium Security, c'est une solution complète de cybersécurité qui protège vos appareils, vos données personnelles et même votre identité. Antivirus, pare-feu, protection contre les ransomware et un gestionnaire de mots de passe ultra sécurisé. Mais ce qui m'a vraiment bluffé récemment, c'est une toute nouvelle technologie qu'ils ont intégrée, Scam Copilot. Et elle est incluse dans l'offre Bitdefender Premium Security. C'est une protection anti-arnaque assisté par une intelligence artificielle. Une IA qui va bien plus loin qu'un antivirus classique. Scapilot vous alerte en temps réel si un lien, un message ou encore un mail qui semble suspect. Et il bloque automatiquement les tentatives de phishing avant même de cliquer dessus. Il peut aussi détecter les faux SMS, les notifications frauduleuses et même les messages louches qu'on reçoit sur WhatsApp. Et ça fonctionne partout. Windows, Android, iOS et macOS. Bref, sur tous vos appareils. Et en plus, en ce moment, vous pouvez bénéficier de moins 50% sur Bitdefender Premium Security. Et aussi d'autres offres. Et pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, sachez que Bitdefender a pensé à vous et propose donc aussi des outils gratuits super utiles. Scamio par exemple, un chatbot qui vérifie les messages suspects pour vous. On a aussi Leak Checker, il est là pour savoir si un lien est dangereux. Et on a aussi Password Generator, comme son nom l'indique, pour créer des mots de passe solides en un seul clic. Bref, vous avez tout ça gratuitement et sans rien payer. Voilà, donc tout le monde peut en profiter. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en bas dans la description. Nous, on peut enfin commencer la vidéo. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Bon visionnage. Alors, effectivement, quand j'ai reçu le premier message du brouteur, via mon compte LinkedIn, un compte professionnel a priori, donc déjà je me suis dit, tiens, c'est curieux, voilà quelqu'un qui prend le compte LinkedIn pour un site de rencontre. Voilà. LinkedIn, il est réservé justement aux professionnels, etc. Donc voilà, c'est un réseau qui... Tout à fait. Donc c'est vrai que j'étais dans une situation personnelle compliquée puisque c'était quelques mois seulement après le suicide de mon mari. Je venais également de prendre ma retraite, donc c'est aussi un bouleversement, même s'il y a de bons côtés aussi, effectivement. Et donc j'étais en pleine recherche immobilière et effectivement très préoccupé. Je n'étais pas du tout dans la méfiance, la réflexion sur ce qui pouvait arriver. Et quand j'ai vu ce message, au début, comme c'est quelqu'un qui se présentait comme étant aux États-Unis,
Bon, j'ai pensé, ben oui, de toute façon, tu risques pas grand-chose d'échanger avec quelqu'un qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc ouais, la distance a fait que vous vous êtes dit, ça peut pas aller plus. Alors c'est vrai que j'étais surtout centré sur donc l'urgence de trouver un appartement, puisque j'avais effectivement une date limite pour déménager, donc j'étais pas du tout dans en fait, j'étais pas non plus très informé à l'époque sur tout ce qui concerne les arnaques à la romance. C'est vrai. D'autant plus la période aussi, donc c'était dans une période où vous étiez plus fragile aussi. Voilà. Donc vous venez de subir un drame, et puis la retraite qui arrive, donc faut quitter le logement. Et surtout qu'après le drame, donc j'ai pas tout de suite opté pour un suivi psychologique. Bon, c'est vrai que j'aurais éventuellement pu le faire. Bon, on m'avait dit que c'était normal, qu'il fallait attendre 2-3 ans pour voir comment la situation évoluait. Voilà, donc effectivement, j'ai été très fragilisé, donc je pense vulnérable et en situation. J'étais seul, effectivement. J'étais plus ou moins coupé du coup de la vie sociale, puisque je m'étais retrouvé. Donc j'étais à la retraite et j'avais pas encore vraiment organisé ma retraite. Donc voilà. D'accord. Donc c'était quelqu'un qui parlait, quelqu'un avec qui échanger. Et les premiers échanges, donc c'était sous forme déjà, vu que c'était par LinkedIn, donc je pense que c'est des échanges professionnels. Est-ce que alors très rapidement, donc la personne a demandé qu'on quitte effectivement la plateforme, donc on quitte LinkedIn pour échanger en fait dans un premier temps sur nos mails personnels. D'accord. Donc très rapidement, oui, des échanges sont devenus, donc des gens allaient passer du vouvoiement au tutoiement assez vite, et puis très rapidement il y a eu donc de la part de la personne donc des déclarations d'amour. C'est allé très très vite effectivement. Tout à fait, ça c'est quelque chose qui revient un peu le plus souvent, ce que moi je remarque dans cette traque de brouillard entre guillemets. Ils ont le vouvoiement et le tutoiement assez facile, donc on comprend tout de suite dans une phrase, par exemple, on peut vous dire vous, et 2 mots après on peut tutoyer, donc c'est un peu. Alors, c'est vrai que dès le début, effectivement, cet échange quand même si je me sentais rassuré par la distance, quand même, je faisais attention, et il y a des choses qui déjà m'intriguaient dès le départ. C'est-à-dire que j'ai eu des soupçons, des doutes, dès le début, en fonction justement des messages que je recevais. D'accord. Puisque j'ai constaté qu'il y avait un mélange de tutoiement-vouvoiement pour quelqu'un qui se disait donc français d'origine, pour après franco-canadien. Et ce qui m'étonnait le plus, c'est que dans les mails, il y avait l'emploi du subjonctif, ce qui est quand même pas forcément ce qu'on emploie le plus quand on fait un échange de ce type. Et donc, oui, il y avait énormément de fautes d'orthographe, de syntaxe, alors que la personne se disait plutôt instruite, et comme ayant eu une carrière brillante, et puis surtout ayant fait des études dans une école de commerce, donc école supérieure de commerce, donc je voyais pas vraiment comment il pouvait s'exprimer de cette façon. Moi, je pense que par rapport l'incohérence entre guillemets, donc l'emploi du subjonctif, comme vous dites, c'est plus par rapport à généralement ce sont des textes qui stockent dans des fichiers textes pour tout simplement les copier et les coller à la victime. Donc là, ils sont plus ou moins un peu bien écrits, donc sans forcément de faute d'orthographe, etc. Mais dès qu'on passe par exemple dans un échange, par exemple avec Google Chat ou encore WhatsApp, etc., là on remarque tout de suite parce que c'est eux-mêmes qui écrivent avec leur clavier, donc on voit que là tout de suite c'est pas le même parler, c'est pas les mêmes phrases. Donc là, tout de suite, on rentre dans le tutoiement, vouvoiement, etc. Et ça vous a pas mis un peu la puce à l'oreille, vous dites? Ce qui m'a intrigué également, c'est que par moment, j'avais quand même l'impression de lire effectivement un message qui avait déjà été écrit avant, qui était formaté et qui était personnalisé en fonction de l'interlocuteur, voilà, donc du destinataire. Bon. Et oui, ça effectivement, c'est quelque chose qui m'a étonné, et surtout le fait que la personne en question insistait en disant je n'ai encore jamais eu une relation avec une femme par le virtuel, c'est la première fois. Donc ça, je trouvais ça assez bizarre, parce qu'il avait l'air justement très à l'aise dans ce type d'échange. Voilà. Et là, il a commencé tout de suite un peu à rentrer un peu dans les
a parlé un peu de ses sentiments envers vous? Ça s'est passé comment cette démarche? Très rapidement. Donc, dès les premiers messages, donc au bout de 2-3 messages, effectivement, c'était des déclarations d'amour. Très rapidement, au bout de 10 jours, il y avait une demande en mariage. Enfin, bon, c'était vraiment fulgurant, effectivement. Et donc, très rapidement également, il y a eu donc l'idée de venir en France, donc pour me rencontrer, puisque comme il était donc soi-disant dans l'import-export, effectivement, il se déplaçait beaucoup et il allait avoir un déplacement au Maroc, donc il pourrait aussi passer par la France. Et là, ça se passait que par message interposé, en l'occurrence par email, etc. Donc il n'y a pas eu d'appel. Alors, il n'y a jamais eu d'appel téléphonique. Bon, alors au début, ça ne me surprenait pas trop parce que c'était le début de la relation, mais par la suite, évidemment, il n'y a jamais été question d'avoir un échange téléphonique. Bon, là, après, évidemment, j'ai compris après coup, a posteriori, pour quelles raisons. Bon, même si je pense que la personne en question aurait pu modifier sa voix et donc prendre un accent franco-canadien sans problème, mais non, il faut garder la découverte de la voix pour la première rencontre. Il faut qu'il y ait du piment, du suspense. Et ça, on va le voir chronologiquement. De toute façon, là, on va reprendre un peu depuis le début. Donc là, on est encore à la période où il y a eu les premiers échanges, etc. Et tout de suite, il commence avec ses sentiments. Alors après, c'est donc très rapidement, les mails ne lui convenaient plus, donc il fallait passer c'est là qu'on est passé sur la messagerie instantanée. Alors au début, ça commençait par de simples SMS. Après, au bout de quelques mois, donc au bout de 6 mois environ, il a fallu que j'aille sur son compte Google Chat, donc puisque évidemment il était anonymé, on risquait pas de... Oui, dans le Google Chat, anciennement, c'était l'enseignement en groupe, ça on le voit assez souvent. Donc voilà. C'était une plateforme où on peut échanger, pas par email, mais c'est un échange qui est direct, comme WhatsApp par exemple maintenant, etc. Donc ça fait, ça a débuté donc mars 2023. Ok. Et donc ça s'est arrêté donc fin décembre 2023. Mais j'ai prolongé après l'échange avec le brouteur, enfin avec la personne en question. Je vous expliquerai pourquoi. Parfait. Donc là, on est sur Gmail, sur GChat. Voilà. Et alors après, ça alternait. C'était tantôt Google Chat, tantôt tout simplement des SMS. Parfait. Par contre, exceptionnellement des mails, très rares, et évidemment surtout pas d'appels téléphoniques. Et pour vous, tout semblait naturel, donc il n'y avait pas, même s'il y avait quelques incohérences, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au message, le vouvoiement, le tutoiement, etc. Mais c'était à aucun moment, dans votre tête à ce moment-là, vous disiez oui, c'est peut-être des gens un peu, vous n'étiez pas, comment vous vivez ce que j'appelle... Si, j'ai eu des doutes dès le début, donc des incohérences, mais très rapidement, je me suis retrouvé donc avec un conflit, donc entre voilà, c'était un conflit psychologique, un conflit psychique. Donc, il y avait 2 voix en moi. Et donc, c'est ça qui est devenu d'ailleurs insupportable, qui fait qu'effectivement, au bout de quelques mois, mis à part mes comptes qui étaient effectivement complètement à sec, donc j'ai également, je ne supportais plus, donc de tout le temps sentir quelque chose en moi qui disait qu'il fallait tout arrêter. Il y avait toutes les alarmes qui s'allumaient rouges. Et puis d'un autre côté, j'avais l'impression de ne plus avoir mon libre arbitre et d'avoir besoin de continuer. Et en me disant, si jamais c'est vrai, c'est quand même une chance, absolument exceptionnelle. Donc, vous avez peur de passer à côté de quelque chose, en fait. Voilà. Donc, il y avait d'un côté, comme vous dites, les alarmes, tous les red flags étaient au rouge pour vous dire que voilà, faites attention quand même. Mais d'un autre côté, c'était pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'aventure? Pourquoi pas essayer de voir jusqu'où et c'est vrai qu'en même temps, je lisais pas mal de choses, effectivement, sur les arnaques aux sentiments, les arnaques à la romance. Et je me rendais compte qu'en fait, ça correspondait exactement à ce que je vivais. Alors déjà, j'avais lu, c'est qu'il n'était pas rassurant que sur Google Chat, 90% des gens qui parlent sur cette plateforme, en fait, n'ont pas l'identité qu'ils prétendent avoir. Donc, et donc, évidemment, il y avait une petite voix en moi qui disait oui, mais justement, il fait partie des 10%. Donc, même pendant cette période-là, dès que vous avez un doute, par exemple, vous faisiez des recherches pour voir un peu ce que... Alors, je faisais des recherches sur tout ce qu'il me disait. Bon, par exemple, il avait soi-disant décidé donc de venir s'installer en France avec moi. Donc, il vendait tout. Il avait notamment mis en vente sa maison aux États-Unis. Donc,
Et donc, il m'avait donné l'adresse de sa maison, sauf que j'ai retrouvé donc l'annonce immobilière quelques mois après, et j'ai même vu que la maison en question avait été vendue. D'accord. Ça, on va revenir encore juste après, mais là, il est encore aux États-Unis. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que alors, très rapidement, donc comme il est dans l'import-export, donc je lui demande si comment se marche les affaires. Alors évidemment, il dit que c'est au point mort, et brusquement, il y a eu la commande du siècle qui arrive. Alors, okay. Du coup, il me dit mais toi là, tu me portes chance, je viens d'avoir une commande exceptionnelle, mais c'est un peu trop difficile vu la somme engagée. Je peux pas le faire seul, il faut que tu m'aides. Voilà. Donc c'est parti là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, l'aide, c'est tout simplement en fait, là il vous sollicite pour réussir son coup du siècle. Au début, c'était donc plutôt un genre d'association, d'investissement. Il fallait que j'investisse une certaine somme pour qu'il puisse accepter le marché. Alors en plus, moi je suis allé voir carrément ma banque qui m'a dit non que c'était trop risqué. Bon, j'ai pas donné les détails, j'ai simplement dit que c'était. Alors j'ai pas parlé de voiture parce que j'ai pensé que forcément il dirait non. Mais j'ai suivi les conseils du brouteur et donc j'ai donné certains éléments, mais les banques évidemment m'ont dit qu'il fallait surtout pas m'engager là-dedans. Donc après, je lui ai répondu que finalement, c'est assez drôle, puisque je lui ai répondu que je ne souhaitais pas que l'argent pollue notre relation. D'accord. Donc là, en fait, sa première demande, c'était pas une demande qui était directe. Par exemple, comme on le voit aujourd'hui, un brouteur, il va demander à sa victime d'envoyer un coupon, etc. Donc c'était plus une demande d'investissement. Donc voilà. L'approche, elle n'était pas, il vous a pas c'était directement. Différent, okay. C'était plus. Et puis en plus, il avait été suffisamment subtil pour dire. Alors que je ne serais pas sa secrétaire, mais son associé. En plus. Et qu'il allait m'envoyer une copie du contrat de. Voilà. Donc il y avait soi-disant un marché d'une centaine de voitures de luxe et évidemment, alors ça je ne l'ai pas su tout de suite, il me l'a annoncé plusieurs mois après. Quand j'avais demandé qui avait fait cette commande, c'était évidemment le roi du Maroc. Alors c'est vrai que le roi du Maroc est connu pour sa passion pour les voitures anciennes, les voitures de luxe, mais bon. Pour lui, après, pour le brouteur, le prétexte, c'était l'affaire du siècle, le coup qu'il ne fallait pas rater. Et il vous a sollicité justement par rapport Alors, donc, quand je lui ai dit que non, finalement, je ne voulais pas, donc, je ne pouvais pas participer. Vous ne voulez pas en être, tout simplement? Voilà, c'était trop compliqué, je ne pouvais pas débloquer la somme. Malgré tout, il a continué comme si il en a plus parlé. Et donc, quelques temps après, donc il est parti au Maroc, puisque c'est là qu'il devait aller pour, soi-disant, son marché. Et une fois qu'il était au Maroc, c'est là qu'il m'a sollicité en disant que c'était une catastrophe, puisqu'il fallait qu'il règle les frais de douane, qu'il n'avait jamais fait d'affaires avec le Maghreb, et que donc il fallait effectivement l'aider absolument. J'étais la seule à pouvoir le faire. Et donc c'est là qu'effectivement, petit à petit, j'ai été amené à débloquer une première partie des fonds. Et ce qui vous a justement fait réfléchir, entre guillemets, pour débloquer cette somme, parce qu'il a joué sur l'urgence. Voilà. L'affaire du siècle, elle va lui passer sous. Enfin, oui, il a joué sur l'urgence, et puis aussi évidemment le fait qu'il y avait eu que la relation se développait, effectivement qu'il avait réussi, me faire tomber amoureux de lui. C'est effectivement, donc ça, il avait été suffisamment malin pour le faire. Donc du coup, après on est pris par les sentiments, on se dit que si on n'aide pas, évidemment la relation va se terminer, donc tout s'arrête. Vous culpabilisez même. Voilà. Vous pouvez même culpabiliser à un moment donné parce que il joue aussi sur ça, donc les sentiments, etc. Si vous m'aidez pas parce que le coup de siècle il va me passer sous le nez, et c'est comme je l'ai dit avant, donc le sentiment plus le sentiment d'urgence, tout ça réuni, ça fait que de toute façon, les échanges pendant 10 mois, c'était uniquement 2 thématiques, c'était l'amour et l'argent, il n'y avait pas d'autre. Ouais, l'amour et le business, donc c'est. Donc, après, évidemment, il était donc au Maroc, mais il était bloqué, il était soi-disant en résidence surveillée, puisqu'il ne pouvait pas payer les taxes. Donc, mais après, quand les taxes ont été payées, donc normalement, il était censé arriver en France. Évidemment, au dernier moment, donc il y a quand même eu 6 tentatives de rencontre, et là, Et ça se passait comment ?
Donc avant chaque rencontre, donc il prenait les billets d'avion, c'est ce que j'avais cru comprendre, etc. Oui, voilà. Bon, soi-disant, effectivement, il prenait son billet d'avion. Bon, on devait se retrouver à telle heure, à tel endroit. Bon, il y avait toujours une catastrophe dans les moments, un empêchement, soit donc il y avait de nouveaux frais de douane qu'il fallait régler. C'est le grand classique. Ouais. Alors quand finalement, bon, j'ai pensé qu'on était au bout des frais donc de douane. Parce que les voitures, évidemment, étaient bloquées dès qu'elles étaient dans un entrepôt. Il fallait en plus payer la location de l'entrepôt. Et là, vous avez déjà avancé la première somme d'argent ou pas encore? Voilà. Ok. Donc c'est à partir de ce moment-là, vous avez commencé à tout simplement à l'aider. Alors en fait, j'ai commencé à l'aider très vite puisque j'ai été même moi-même j'ai été étonné de voir le peu de temps, le laps de temps très court entre le début de l'échange écrit et puis le début de l'aide. Je pense qu'il y a eu à peu près maximum 1 mois et demi, même pas. Ok, donc en 1 mois et demi, il commence déjà à vous solliciter voilà. pour de l'aide. En plus, au début, ça a commencé avec des petites sommes. Mais avant la sollicitation... En fait, la douane, au début, c'était quand même l'ordre de 100 000 €. Ça démarrait... Pour les frais de douane. Voilà. Alors, effectivement, mon conseiller bancaire m'avait dit oui, c'est en général, évidemment, j'avais pas dit que j'avais investi là-dedans, mais j'avais juste dit... il m'avait parlé d'un ordre d'idées, donc par véhicule, et ça correspondait en gros, donc effectivement... Donc, au montant demandé par le brouteur. Donc je pense que le brouteur, en l'occurrence, il avait fait le nécessaire avant. Donc il savait très bien que ce montant-là correspondait très bien aux frais demandés. Ouais. Mais après, donc effectivement, quelques mois après, quand tout a été réglé, il y a eu une autre demande, cette fois-ci, donc comme la somme de l'affaire, du contrat avait été virée sur un compte, ce compte était bloqué, et il fallait à nouveau payer donc une certaine somme pour pouvoir débloquer le compte et surtout qu'il puisse sortir, quitter le Maroc et ensuite donc être libre. Voilà. Et je reviens encore à la première sollicitation, donc les frais de douane qui les a estimés à 100 000 €. Est-ce que vous avez fait ce virement-là? Vous avez fait ça? Alors oui, malheureusement, donc petit à petit, j'ai fait remonter la somme. Donc. Et vous faisiez comment? Est-ce que c'était Alors c'était essentiellement par coupon Transcash. Ok. Et éventuellement, il y avait effectivement eu quelques virements sur des comptes qui, évidemment, n'étaient jamais à son nom. Donc, quand je lui demandais s'il avait une banque, s'il avait des comptes, non. Donc, il avait simplement une carte anonyme, donc sur laquelle il pouvait faire transiter les coupons Transcash, c'est tout. Et les coupons Transcash, je pense qu'il y avait une limite entre 250 et 500 €, donc vous avez quand même réussi à faire... oui, le nécessaire pour envoyer quasiment... J'avais un bon conseiller, effectivement, et je suis arrivé à faire remonter des sommes considérables. Je pense que... Mais on le verra, ça, de façon, pour montrer un peu aux spectateurs qui nous regardent. Donc, on verra certainement les coupons que vous avez pris un échantillon avec vous. Donc, on va voir un peu ce que vous avez envoyé un peu comme... Mais c'est hallucinant. Alors, sachant que normalement, il y a une somme limite. Tout dépend si on les règle par carte ou pas. Donc, voilà. Alors, quand on les règle par carte bancaire, on peut aller un peu plus loin. Mais oui, en principe... Ouais, pour éviter les blanchiments d'argent, je pense, etc. Donc, il y a une limite quand on est payé en espèces. OK. Et... Mais surtout que les plateformes Transcash sont départementales. Donc, quand il y a une très grosse demande... et notamment, justement, là, j'étais forcé d'aller dans des bureaux de tabac, de faire des tournées, de ne pas me présenter toujours dans les mêmes bureaux. Pour pas éveiller les soupçons. Bon, déjà, les buralistes, par contre, faisaient leur travail, à chaque fois me mettaient en garde, me demandaient si je connaissais la personne, etc. Et ça, c'est très bien. Mais j'étais forcé justement de faire des tournées, de changer chaque semaine pour qu'aucun buraliste ne puisse comptabiliser la somme totale que je pouvais acheter dans la semaine. Puisque quand alors, il y avait ce qu'on appelait entre nous les remontées de fonds, donc ça durait à peu près 2-3 semaines, il fallait que j'arrive à remonter en coupon à peu près entre 100 000 ou même plus euros. En coupon de Transcash. Voilà. Sachant que la moyenne des coupons, c'est 250 €, qu'on peut en trouver à 500, mais c'est pas dans tous les bureaux de tabac. Donc ça en fait des coupons. Oui, et puis surtout, quand on achète on est tout de suite suspecté, on remarque que le buraliste qui commence à se poser des questions, regarde notre carte bancaire et note notre nom.
parce qu'il y a un moment, il s'inquiète. Et puis, voilà, il nous dit qu'il va avoir des soucis, etc. Et parfois, il y a aussi la plateforme Transcash qui appelle le buraliste pour savoir. Ce qu'il en est, ouais, pourquoi, c'est quoi cette... Et pour tout dire, j'avais été surnommé Madame Transcash dans certains bureaux de tabac. Quand j'arrivais, on me disait « Ah, c'est Madame Transcash ». Ok. Et vous n'avez pas été blacklisté à un moment donné, donc le buraliste ne pouvait pas refuser justement de vendre ses coupons? Alors, il y en a qui m'ont refusé. Hein. C'est arrivé. Ou alors qui ne m'ont pas donné le nombre de coupons que je demandais. En me disant qu'il n'en avait plus, mais je comprenais bien que c'est parce qu'il voulait pas avoir d'ennui, et puis il voulait aussi me protéger, certainement. Tout à fait. Mais vous trouvez toujours un moyen, justement, en changeant les bureaux de tabac, etc., pour aller aider... Dans un milieu, dans une ville, on le trouve facilement. Voilà. Et tout ça pour pouvoir justement l'aider à régler ses frais de douane, etc., de tous les prétextes qu'il trouvait. Et une fois que les frais de douane réglés, donc, est-ce qu'il trouvait encore une autre solution, un autre problème pour pouvoir... Oui, donc après, il a fallu qu'il paye une taxe sur l'argent qu'il avait gagné au Maroc, donc avant de pouvoir quitter le Maroc, et voilà. Donc on a eu à nouveau des frais. Et comme forcément il était donc en résidence surveillée avec des frais d'hébergement, évidemment il faisait monter les prix. Et comme il était en zone touristique, donc après il avait doublé le prix des chambres, triplé le prix des chambres, en disant mais oui, mais là c'est la période touristique, donc il faut que je verse beaucoup plus, etc. D'accord. Ouais, il trouvait toujours un moyen de... Et donc quand cette deuxième somme d'argent a été versée, donc il était, soi-disant, il est rentré en France, et après il s'est retrouvé bloqué à Orly, dans le centre de rétention administrative, puisqu'il ne pouvait pas payer entièrement les impôts qu'il devait au fisc français. Aux États-Unis pour aller au Maroc, donc il a déjà eu des soucis à la douane, des soucis de taxes, et là il arrive en France. Enfin, peut-être que la rencontre va se concrétiser. Malheureusement, il est de nouveau bloqué à l'aéroport. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi je m'étais promis, je m'étais dit que après au maximum fin de l'année 2023, donc j'arrêterai tout, parce que j'allais pas repartir à nouveau. Vous vous êtes fixé Ah oui, et là j'ai tenu ma promesse, et effectivement, de toute façon, jusqu'à la fin, donc au bout de la 6e rencontre, où il y a eu quand même 2 tentatives de rencontre à Paris en décembre 2023, là j'ai compris que c'était fini, et quand j'étais dans le TGV, justement pour aller le rencontrer, j'ai encore reçu, donc évidemment envoyé par lui, 2 messages donc du fisc dans lesquels il disait donc la somme qu'on devait encore verser, parce que soi-disant on avait un compte joint et qu'il n'était accessible que si on versait une certaine somme. Alors quand j'ai vu ça, évidemment, je lui ai immédiatement... Et là, vous étiez dans le train, dans le TGV, pour aller le rencontrer. Voilà, c'est ça. Et durant le trajet... Et donc là, en fait, j'ai été étonné de ma réaction, parce qu'en fait, je m'étais tellement préparé à cette hypothèse, que moi, je me doutais quand même que ça n'allait pas se réaliser un jour, donc... Et au début, je suis resté très calme. Bon, après, il y a eu évidemment le contre-coup, mais je suis arrivé à l'hôtel, j'ai même réussi à lire, ce qui est incroyable vu les circonstances. J'ai réussi à me concentrer sur la lecture, parce que j'avais tout prévu. Et puis là, et en fait, pendant toute la durée du trajet TGV, donc pendant 3 heures, il y a eu un échange frénétique de SMS, parce qu'il essayait de trouver une solution, etc. Mais il arrivait toujours à retourner un peu la situation dans son avantage, en fait. Il faut dire que... Oui, de toute façon, là, j'ai pas cédé. Donc, mais à Paris, tu peux encore acheter des coupons. Je ne sais pas où dormir. Et donc, comme il devait être libéré, alors évidemment, il devait aussi payer une somme pour être libéré de prison, comme il disait. On n'est pas aux États-Unis, donc en France, il n'y a pas cette fameuse caution. Voilà. Et donc, il a été bizarrement rapatrié le soir même d'où il venait, c'est-à-dire au Maroc. Voilà. Donc là, il est retourné au Maroc. Et il a dormi. Alors oui, il a dormi sous un abribus. À l'aérodrome. Et là, je pense que c'est un prétexte. Vu que vous étiez déjà à Paris, il s'est dit bon, il faut que je trouve tout de suite un prétexte justement pour lui dire que maintenant elle peut rentrer chez elle. Il faut juste qu'elle m'envoie encore les coupons pour que je puisse régler ma dette ici en France. Donc il vous a demandé, il vous a dit que je retourne au Maroc. Et alors voilà, qu'il allait être rapatrié de Manu Militari. Le soir même, il saurait. Et bizarrement, alors après évidemment, j'ai pensé que comme j'avais prévu de faire un dépôt de plainte, qu'il fallait quand même que je garde le contact. Donc, je ne romps pas. Donc là, à ce moment-là, vous vous êtes dit, OK, stop, c'est maintenant qu'il faut... Ah oui, là, donc j'avais décidé. Donc j'ai même fait une liste. J'étais à l'hôtel, j'ai fait la liste de tout ce que j'allais devoir faire
maintenant que tout était fini, voilà. Ok. Comment m'en sortir? Parce que là, évidemment, je l'avais aidé jusqu'à la dernière minute et j'avais pris le maximum de risques financiers et non seulement j'avais plus rien, mais j'étais même fortement à découvert. Okay. Et là, à ce stade, là, justement, entre toute cette période-là et le moment où vous vous dites, OK, maintenant, stop, je pense que j'ai déjà donné pas mal. On estime à combien à peu près le préjudice, vous savez? On est à combien? Alors, on approchait des 500 000 euros. Sauf que pour arriver à lui donner, donc, enfin, oui, à l'aider à hauteur de 500 000 euros, évidemment, je ne les avais pas donc à disposition sur mes comptes, donc j'ai fait des emprunts. Et du coup, donc, évidemment, on se retrouve très rapidement surendetté. Et à la fin, donc, pour vraiment l'aider à sortir de sa fameuse prison d'Orly, j'ai carrément, malheureusement, je suis allé jusqu'au bout de ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai carrément mis en danger mon patrimoine immobilier, donc, et je me suis retrouvé à faire une vente, ce qu'on appelle une vente avec complément de prix, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un marchand de biens qui achète notre bien environ, on va dire 60% du prix de sa valeur réelle. Et en échange, on dispose, du coup, on a à disposition de certaines sommes qui équivaut à un prêt. Mais après, donc, il y a la conséquence, c'est que on n'est plus propriétaire du bien et on a 2 ans pour le revendre au prix du marché. D'accord. Et tout ça dans l'optique de continuer à l'aider. Voilà, toujours dans l'idée de l'aider. Okay. Donc, si on compte entre les 500 000 euros que je lui ai effectivement prêtés, et après, si on fait le décompte de tout ce que ça implique au niveau frais supplémentaires, on dépasse facilement le million d'euros, effectivement. C'est incroyable. Donc là, on n'a plus rien, la vie, tout bascule. Et donc, effectivement, j'avais prévu, donc... de porter plainte, et les sollicitations. Oui, donc j'avais prévu effectivement de déposer plainte, et surtout, j'avais pensé qu'il fallait surtout pas rompre le contact. Alors même si dans le trajet retour TGV, donc parce qu'évidemment je suis rentré plus vite que prévu chez moi, donc je lui ai carrément dit, parce que là j'en avais assez, je lui ai dit que je savais qu'il était donc un escroc, que c'était une arnaque au sentiment, etc., etc. Mais enfin, j'ai pensé que c'était le dernier message du coup, et qu'il ne répondrait même pas, et en fait, il a répondu comme s'il n'avait pas lu mon message. Comme si j'avais rien marqué, en fait. Parce qu'il voulait évidemment que ça continue. Et c'est seulement, à peu près une semaine après, qu'il m'a dit « Ah oui, en plus, tu m'as insulté, tu m'as traité de brouteur. » Mais ça, c'était plusieurs jours après. Voilà. Alors, malgré tout, je me suis dit qu'il fallait que je maintienne le dialogue. Et bon, là, j'ai quand même continué à échanger avec lui pendant plus de 7 mois. Et ça devait quand même être... Alors, c'était pas évident psychologiquement, parce qu'il a fallu à nouveau jouer à l'amoureuse et lui faire croire qu'il y aurait à nouveau une possibilité, mais dans très longtemps, parce qu'évidemment, les comptes étaient à sec. Tout à fait. Et est-ce qu'à ce moment-là, pendant cette période-là, qui était psychologiquement pas du tout évidente, parce que vous avez parlé, vous commencez à parler un peu à vos proches par rapport à cette histoire, ou pas du tout, vous étiez donc... Alors oui, après, donc quand j'ai décidé effectivement de déposer plainte et de rompre, donc effectivement j'en ai parlé donc les proches, à mes amis, et d'ailleurs je tiens à remercier mes amis parce qu'ils ont essayé pendant toute la durée, donc la période où je croyais encore à cette histoire. Ils ont toujours essayé de me faire comprendre que de mettre en garde, de faire attention. Et puis les banquiers également m'ont mis en garde. Enfin, de toute façon, j'ai eu des mises en garde de tous les côtés, même des fois de collègues de travail. Mais donc j'étais dans le tunnel et je n'écoutais absolument personne. Vous voulez y croire en fait. Quelque part, il y a une partie de vous qui voulait. Et en fait, quand je recevais par exemple, quand ils m'envoyaient des faux documents, je me rendais compte qu'ils étaient faux, parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des choses bizarres, des incohérences, mais j'ai jamais eu le courage de dire, tiens, je vais les faire authentifier, je vais faire vérifier la véracité des documents, parce que je pense que je craignais donc de découvrir la vérité. Voilà. Et pareil, j'aurais pu aussi essayer de joindre le fameux centre de rétention d'Orly, on a découvert qu'en fait, il n'y en avait même pas. Enfin, il n'y en avait pas pour ce type
Donc, c'est pas parce que quelqu'un ne peut pas payer ses taxes qu'il va être retenu. Tout à fait. Exactement. Donc, il y avait un coup de fil à passer, et puis c'était. Voilà. Mais après, comme vous dites, ce que vous appelez le tunnel, en fait, une fois qu'on est embarqué dedans, généralement, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, on a envie d'y croire. On n'a pas, même si on a des mises en garde, tous les voyants sont dans le rouge, mais il y a une partie de nous qui veut toujours y croire. On reste dans le déni. Et en fait, ce qui est quand même assez préoccupant, c'est de voir que la décision dépend que de nous. Et c'est seulement à partir du moment où on dit bon, on va s'arrêter, c'est là qu'on commence on va pouvoir s'en sortir. Mais il faut l'avoir, ce déclic. Donc, quand vous avez eu ce déclic-là, vous vous êtes dit, OK, maintenant, on arrête tout, et déjà tenir quand même 7 mois essayer de le maintenir pendant 7 mois, histoire Oui. Mais non, c'était compliqué parce que j'avais toujours les fameux rendez-vous, évidemment, parce que le brouteur imposait des créneaux horaires, parce que forcément, il a géré énormément de victimes. Donc oui, il fallait continuer à trouver des choses à dire. En fait, on n'avait jamais rien à dire. C'était des banalités, c'était toujours pareil. Non, je t'aime, voilà. Et après, c'était bon, où en sont nos affaires, quand est-ce qu'on aura l'argent, voilà. Tout de suite, il passe directement pour lui les affaires. Et surtout, moi, en parallèle, il fallait que je commence à reconstruire ma vie. Donc, j'avais je faisais beaucoup de démarches au niveau financier, auprès des courtiers, etc. Enfin, j'avais tout à gérer. Il fallait que je prévoie également de déménager pour réduire mon loyer par 2. Enfin voilà, donc à nouveau un déménagement, alors j'en avais déjà fait un récemment. Enfin, donc il y avait tout un tas de choses à gérer. Déjà psychologiquement, maintenir la relation avec le brouteur, je pense que c'était pas évident. Et il faut ce qu'il y avait les à côté aussi, donc vous vous retrouvez aussi dans une situation qui était financière aussi, qui était pas du tout évidente, aussi dans une certaine précarité. Comment vous avez alors déjà, psychologiquement, comment vous arrivez à gérer tout ça? Je me suis retrouvé déjà surendetté à 170%, ce qui n'est pas forcément très courant. Et on en parlait justement tout à l'heure le dépôt de plainte. Donc vous décidez de pousser la porte de la gendarmerie pour aller pour déposer plainte contre ce brouteur, et ça se passe comment à ce moment-là? Bon, effectivement, la première chose qu'on nous dit quand on va déposer plainte, c'est on va être honnête avec vous, de toute façon, votre dossier sera classé sans suite. C'est la première chose qui est dite, et effectivement, c'est assez décourageant. J'imagine, parce que c'est pour dissuader la victime d'aller jusqu'au bout et de se battre, justement. Mais bon, alors je leur ai dit, écoutez, moi, vu la somme en jeu, donc effectivement, je maintiens, je souhaite déposer plainte, et même s'il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver la personne, donc je vais quand même aller jusqu'au bout. D'accord. Alors par contre, je peux dire que la personne qui a pris ma plainte, donc a été vraiment pleine d'empathie, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Par contre, effectivement, des fois j'ai eu des remarques de personnes, des responsables plus haut placés, donc qui m'ont dit mais comment se fait-il, on n'avait pas vu que qui avait c'était une fraude, que c'était un escroc, voilà. On essaie quelque part de nous dire, mais voilà, on est un peu culpabilisé quelque part. Là, on était à la plainte, etc. Mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'emprise, sentimentalement, comment ils arrivent à retourner la tête de leur cliente. Malheureusement, ils appellent ça une cliente. Pour eux, vous êtes une cliente. Comme j'ai toujours dit à travers mes vidéos, etc., une cliente, ça reste pour eux, c'est une victime. Alors déjà, il y a le fait que tout va très vite. Donc ça, la rapidité, c'est très important pour les brouteurs. Donc, puisque plus rapidement ils auront acquis la confiance de la victime, plus vite ils auront effectivement l'argent qu'ils souhaitent avoir. Donc déjà, dès le début, effectivement, dès les premiers échanges, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on est passé très vite du vouvoiement au tutoiement, tout de suite, c'était suivi de déclarations d'amour, et en fait, après, c'était une véritable... c'était ce qu'on appelle love bombing, donc c'était en fait une avalanche de mots d'amour, donc toute la journée, donc... voilà, pour en fait, quelque part, faire perdre la tête à la personne, donc la bombarder. C'est ça. C'est le principe un peu de sentiments. Voilà. Comme on disait, donc pour ceux qui connaissent pas le terme, donc love bombing, justement, c'est quoi? C'est que c'est une avalanche de mots doux. Voilà. En fait, ils disent à leur cliente, donc en l'occurrence leur victime, tout ce qu'elles veulent entendre.
Donc, c'est ça, exactement. Donc on est matraqué de choses très agréables, effectivement, toute la journée, de messages amoureux. Donc très rapidement, on parle de projets de vie à deux, donc et ainsi de suite. Et après, il y a une accélération justement de cette technique de moi ce que j'appelle le matraquage amoureux. Donc ça se multiplie, ça va de plus en plus vite. Donc le processus a plusieurs phases. Donc la première phase, c'est l'avalanche de ce qu'on a envie d'entendre, et tout de suite après, on passe au deuxième processus qui est... Alors après, il y a d'autres procédés. Donc déjà, il y a la répétition du format du schéma des échanges. Bon, ça commence toujours de la même façon, c'est-à-dire que forcément, c'est des messages amoureux au début, et brusquement, donc d'un seul coup, on revient à la réalité, c'est-à-dire au plus important, où en sont nos affaires, ça avance, etc. Et après, après, il y a un échange là-dessus. Et à nouveau, donc, on termine par un message amoureux pour évidemment être sûr que la victime va se reconnecter à l'heure dite, va reprendre le dialogue, voilà, qu'il n'y ait surtout pas d'interruption, donc, à ce niveau-là. Il y avait aussi d'autres incitations pour que ça paraisse plus réel, par exemple. Il m'avait demandé d'acheter son eau de toilette, puisqu'il allait arriver, et puis aussi, évidemment, de l'apporter pour déjà donc avoir l'impression qu'il était là, donc sentir sa présence. Voilà, il y avait des choses comme ça. Donc la manipulation, moi, comme je l'ai dit, à chaque fois, à travers mes vidéos, etc., je me moque d'eux, entre guillemets, j'arrive à les faire tourner en bourrique, etc. Mais là, il faut avouer aussi que ils sont très, très forts en manipulation. Ce sont des personnes qui restent... on a beau se moquer d'eux, etc. On a beau se dire que ils sont, désolé du terme, ils sont un peu cons, un peu sur les bords, etc. Mais faut avouer qu'ils sont très forts. Je pense même qu'ils ont des formations qui sont des formations qu'on peut appeler entre guillemets professionnelles. Donc, certains et même ils sortent des écoles, ce qu'on appelle des écoles de brouteurs, etc. Voilà. Où ils apprennent justement tout ce qui est format d'arnaque, les textes, comment on arrive à retourner la situation, enfin retourner la victime. Ils apprennent à manipuler les gens tout simplement. Et alors évidemment, ils m'avaient fait acheter donc de la lingerie, etc. Quand on devait se rencontrer à Paris, il avait fallu réserver une suite de luxe. Enfin, voilà, et j'avais même reçu, donc ça c'était quand même incroyable, alors que bon, effectivement, je n'avais plus envoyé d'argent depuis plusieurs mois puisque c'était en février 2024. Pour la Saint-Valentin, j'ai quand même reçu une livraison de fleurs, de roses et de chocolat. À votre domicile. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose de concret, entre guillemets, de palpable. C'est ça. Et évidemment, bon, c'était très subtil, puisque 3 jours avant, il a commencé à me dire « Est-ce que tel jour, tu seras bien chez toi ?» etc. Donc j'ai eu droit à une livraison à 7h30 le matin. Donc là, il essaye quand même de reprendre un peu contact, voilà. Il essaye de en fait, de maintenir... Alors en fait, là, il n'y avait pas encore eu de rupture. Mais effectivement, donc, je n'envoyais plus rien, parce que de toute façon, je n'avais plus rien à envoyer. Et j'avais déjà décidé d'arrêter, effectivement. Okay. Mais parce qu'il voyait qu'il y avait plus de retour. Donc voilà. Il essaie un peu encore de bien montrer qu'il était encore très sincère. Okay. Donc j'ai eu droit à ça. Et en plus, il a insisté pour dire qu'il avait acheté les chocolats et les roses avec de l'argent qu'il avait gagné lui-même à la sueur de son front, que c'était pas avec mon argent, évidemment. C'est culotté. C'est culotté, c'est culotté. Alors après, il y avait aussi la manipulation pour créer une intimité, une complicité entre nous. Donc, il s'intéressait à toutes mes passions. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait rencontrer très vite, mes collègues de travail, mes amis, ma famille, etc. Voilà. C'est pour créer une espèce et à montrer qu'on est un groupe, et toujours, l'idée de base, c'est quand même toujours de maintenir la confiance et, de la créer et de la maintenir. Et d'ailleurs, une fois, je lui avais même dit, parce qu'évidemment, malheureusement, je suis quelqu'un, effectivement, qui fait un peu trop rapidement confiance aux gens. Bon, même si cette expérience, du coup, m'a permis de modifier mon comportement. Mais, du coup, un jour, je lui ai demandé, j'ai essayé de faire avec lui un jeu de rôle. Et je lui ai dit, imaginons que je sois un arnaqueur, un brouteur, imagine le mal qu'un brouteur pourrait me faire, parce que je suis quand même quelqu'un de très
bon là, généreux, donc qui fait confiance rapidement, puis qui donne toujours une nouvelle chance à quelqu'un. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'il avait répondu à ça? Et là, il m'a répondu, donc il dit oui, je lui ai dit, mais t'as pas été surpris de la rapidité avec laquelle je t'ai fait confiance? Et il a simplement dit, au bout d'un moment, oui, c'est tout. C'est incroyable. Et après tout, complètement lunaire. Je me suis dit que j'avais été effectivement une excellente cliente, puisque voilà, j'avais très rapidement exécuté des... Alors, de toute façon, on m'a dit qu'à partir du moment où j'avais fait un seul versement, une fois qu'on a fait un versement d'argent, c'est fini. On est... Là, après, on est complètement... on peut pas s'en sortir si on commence. Voilà. D'accord. C'est ce que je dis à chaque fois à travers mes vidéos, etc. Justement, c'est le moment où, ne serait-ce qu'un seul centime, c'est un peu trop tard, en fait. C'est un centime de trop. Et surtout, donc... point de vue psychologique, donc je pense qu'une fois avoir appris tout le stratagème, etc., du brouteur en question, est-ce que vous avez entrepris des... Alors, effectivement, après avoir donc déposé plainte, bon là j'ai quand même senti, vu l'état dans lequel j'étais, que cette fois-ci il fallait vraiment donc faire un suivi psychologique. Alors j'ai eu, bien sûr, comme tout le monde, beaucoup de mal à trouver une psychothérapeute disponible, mais j'ai fini par retrouver quelqu'un donc qui m'aide beaucoup, qui en plus a milité pendant des dizaines d'années à France Victime, donc elle sait bien, elle réalise bien ce que j'ai vécu, donc et parmi les techniques employées pour essayer de m'aider, il y a ce qu'on appelle l'EMDR, donc c'est en fait une technique qui est utilisée pour toutes les personnes qui ont subi des attentats notamment. Et pour tout ce qui est des gros traumatismes. Tous les psychothérapeutes ne sont pas formés à l'EMDR, mais bon, c'est une technique parmi d'autres pour essayer de s'en sortir. L'objectif, c'est d'arriver à dissocier donc ce qu'on a vécu, quoi évidemment on ne pourra jamais effacer, le dissocier du ressenti qu'on a, des émotions que ça provoque. Et donc en travaillant régulièrement sur certaines scènes vécues, on arrive à les revivre quasiment sans émotion, et c'est là qu'on sait qu'on a, voilà, c'est un pas en avant, qu'on a progressé, qu'on s'en est sorti. Alors effectivement, il y a aussi le drame que j'ai vécu, donc avec le suicide de mon conjoint, puisque à chaque fois c'est moi qui l'ai trouvé, il avait fait plusieurs tentatives, ça s'est reproduit pendant des mois. Et voilà, donc j'ai eu en plus, on m'a demandé de faire un massage cardiaque sur quelqu'un qui était déjà décédé, mais bon, c'est la procédure qui est actuellement appliquée. Donc tout ça fait que j'ai effectivement besoin d'aide, et je pense que j'aurai encore une aide psychologique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. C'est un élément de... Donc effectivement, je pense que toutes les personnes qui subissent ce type d'arnaque, il faut vraiment se faire suivre. On ne peut pas s'en sortir, même si on est très fort, très volontaire, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut vraiment arriver à obtenir une aide. C'est vraiment le but aussi de cette émission de Scam Zone, donc le format que je suis en train de mettre en place pour la libération de parole, comme je l'ai dit en début de vidéo, et surtout inciter les gens à se faire aider, à parler, à ne pas se sentir jugé, etc. Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une personne qui est en train de subir, je pense, la même histoire? Déjà, une fois qu'on est sorti du tunnel, qu'on a décidé qu'on arrêtait tout, déjà la première chose à faire, c'est de ne pas avoir honte, de ne pas se culpabiliser, et surtout de déposer plainte, même si on s'entend dire au début que de toute façon le dossier sera classé sans suite. Il faut quand même faire les démarches, et il faut également faire toutes les démarches possibles pour reconnaître le statut de victime. Et je pense aussi qu'il faut pas penser qu'il y a des milieux sociaux qui sont davantage épargnés que d'autres. Malheureusement, les faits montrent que n'importe qui, quel que soit son niveau d'études, son niveau intellectuel, donc peut être concerné, peut se faire piéger, même si certains se sentent à l'abri. Et je dirais même que ceux qui se sentent à l'abri devraient peut-être se méfier encore plus. Voilà. Tout à fait. Personne n'est à l'abri, c'est ce que j'ai toujours dit. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, pour l'instant, je reconstruis ma vie, donc je me dis que là, ça fait déjà 1 an et demi, et je m'étais donné 1 an, je pense qu'il en faudra au moins 3. Alors, j'essaie de continuer, j'ai encore des projets, donc notamment, je me suis lancé dans tout ce qui est donc bénévolat dans l'événementiel, bon, ce qui m'apporte beaucoup, puisque je rencontre des gens, je me sens utile, bon, ça valorise ce que l'on fait.
Et puis, bon, j'envisage aussi de reconstruire ma vie avec une autre personne. Mais bon, dans un dernier temps, pour l'instant, j'essaie déjà de rattraper donc un niveau financier correct. Je vais pouvoir bientôt rembourser mes dettes. Donc voilà, j'ai même un projet de rachat d'un appartement quand j'aurai fini donc la revente de certains biens enfin du moins de ce que je pourrais récupérer de certains biens. Donc je pense qu'il faut continuer à toujours avoir des projets, garder espoir, et puis aussi se respecter. Donc se faire confiance et dire que oui, maintenant on est très vigilant, ça ne nous arrivera plus normalement, et bon surtout se battre jusqu'au bout pour faire valoir ses droits et ne pas renoncer à rechercher également les personnes qui nous a fait ça. Et ça, vous l'avez très bien démontré aujourd'hui. Et si j'ai quelque chose à vous dire, c'est déjà merci pour votre courage, merci pour ce sourire, et surtout merci aussi pour... Je suis désolé de ne pas pu être là avant. Ne pas vous avoir... Monsieur Sandoz, moi je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir mis en confiance pour venir témoigner, puisque je pense que effectivement toutes les victimes ont un rôle à jouer, et donc c'est vrai que c'est l'une des premières choses que mon avocate m'a conseillé, mis à part moi essayer de donner des conseils plus précis pour essayer de m'en sortir, mais elle m'a dit aussi maintenant vous avez un devoir donc de témoignage, et voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu commencé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour toutes les autres victimes que vous venez certainement de sauver. Et puis si vous avez un dernier mot, quelque chose à rajouter. Écoutez, en tout cas, moi je tiens aussi à vous remercier d'être engagé dans tout ce que vous faites pour les arnaques, pour protéger les victimes. Et je vous souhaite réussite dans toutes vos entreprises, et notamment dans cette nouvelle série que vous commencez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je vous serre la main? Oui. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Désolé, j'ai les mains moites. Oui, moi aussi. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai les mains très moites. Je suis désolé, j'ai stressé plus que vous. Merci beaucoup.